en el verano de 1994, hace ahora más de 6 años, cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. 3 cosas acababan de ocurrirme por entonces. La primera es que mi padre había muerto. La segunda es que mi mujer me había abandonado. La tercera es que yo había abandonado mi carrera de escritor. Miento. La verdad es que de esas 3 cosas, las 2 primeras son exactas, exactísimas, no así la tercera. En realidad, mi carrera de escritor no había acabado de arrancar nunca, así que difícilmente podía abandonarla. Más justo sería decir que la había abandonado apenas iniciada. U romanu Salaminski vojnici španskog autora Javiera Cercasa, jedan od junaka je i Piščev književni dvojnik Javier, novinar koji pokušava da napiše priču o malo poznatoj epizodi iz španskog građanskog rata. Dok je u literarnoj igri neizvesno da li će junak knjige u tome uspeti, piscu Cercasu to polazi za rukom. Tako će mu naslov Salaminski vojnici objavljen 2001. doneti slavu najpre u Španiji, a zatim i širom sveta. U stalnom preispitivanju granica fikcije, autofikcije i realnih događaja, Cercas se opredeljuje za stvarne priče i istinite ličnosti. U tom maniru piše naslove Anatomija jednog trenutka, Hochstapler, Kralj senki, u kojima se vraća tamnim stranama španskog građanskog rata. Žanrovski preokret dolazi pre nekoliko godina kad objavljuje seriju policijskih romana, ali uvek sa prepoznatljivim pečatom pisca koji sagledava naličja istorije. Rođen 1962. godine u selu Iba Hernando na jugu Španije, Javier Cercas kao dete odlazi u Gironu i Barcelonu, gde doktorira na studijama književnosti. Ipak, rado se vraća prostorima svog detinjstva. Javier Cercas, c'est un grand plaisir de vous rencontrer chez vous à Barcelone. C'est ici que vous vivez ou bien vous vivez un peu partout? Oui, j'habite un peu partout, c'est vrai. Je voyage trop, mais essentiellement, j'ai 2 maisons ici à Barcelone et dans un tout petit village près de la frontière française. Vous n'êtes pas né à Barcelone, ni Non. en Catalogne, mais la plupart de votre vie, vous avez passé à Barcelone. Et vous êtes né dans un petit village au sud que vous avez dû quitter à l'âge de 4 ans. Exactement. Et vous dites que c'était quelque chose de très dur pour vous, ce départ. Oui, je crois que c'est essentiel dans ma vie. Je crois que je suis essentiellement un déraciné. Et c'est pourquoi je suis devenu un écrivain, probablement. Vous dites que vous êtes déraciné, mais ce n'est pas vraiment le déracinement qu'on voit aujourd'hui. Les gens qui quittent leur pays, leur maison à cause de la guerre, c'était donc... Ah oui. Mais vous vous sentez comme déraciné? Ah non, je ne le sens pas. J'étais un déraciné. Dans le sens... C'est-à-dire, ce n'était pas une chose étrange. L'Espagne a été construite comme ça. C'est-à-dire, pendant... beaucoup d'années, pendant la dictature surtout, il y a une grande émigration du sud de l'Espagne, qui était pauvre, oui, vers le nord de l'Espagne, la Catalogne, aussi Madrid, le Pays Basque, qui était riche. Et alors, énormément de gens ont émigré comme ça. Et la parole, c'est déracinement parce que il n'y a pas d'autre parole. Ce n'est pas des questions, disons, de guerre, mais c'était par des questions économiques, c'était une émigration, mais c'est une vraie émigration, oui, c'est vrai. parce que c'était un changement complet. Toute ma famille était de ce petit village, nous étions riches dans ce petit village. Votre père, il était vétérinaire? Oui, mon père. Et vous vouliez aussi être vétérinaire? Non. Vous n'aviez aucune idée de devenir écrivain? Non. À cette époque-là, non? Non, pas du tout. J'étais toujours un lecteur, ça c'est vrai, mais être écrivain n'était pas une chose qui était dans l'horizon pour moi immédiat. Je ne connaissais pas d'écrivain, dans ma famille il n'y avait pas d'écrivain. Je crois que j'y allais à l'écriture comme une forme... Cesare Pavese, le grand écrivain italien, disait « La littérature, c'est une défense contre les offenses de la vie. » Oui, c'est très beau. C'est une belle phrase et je crois qu'elle est vraie. Je crois que j'ai devenu écrivain. Ça a été une forme
de défense contre ce déracinement. Parce que, écoutez, je me souviens que j'ai raconté cette histoire à un cardinal au Vatican. Parce qu'un jour, on m'a demandé de faire un dialogue avec un cardinal au Vatican. Et j'ai dit, bien sûr, je suis athée complètement, mais je dis... Mais vous venez d'une famille catholique? Absolument. Très catholique. Très catholique. Et on a discuté sur la foi et la littérature, la religion et la littérature. Et je lui ai raconté cette histoire, que je suis devenu écrivain par un double déracinement. Pour commencer, un déracinement géographique, culturel, même linguistique, si vous voulez. Mais aussi par un déracinement, disons, spirituel. Un déracinement, j'étais complètement catholique, ma famille était complètement catholique, mais j'avais 14 ans quand j'allais à l'été, j'étais dans ce petit village où je suis né et je suis tombé amoureux d'une petite fille. Ces choses se passent, 14 ans. Alors, j'ai revenu à Gérone, 1000 km, c'était très loin. Et je voulais mourir. Je voulais... Mourir d'amour. Absolument. C'est une situation très sérieuse. Et j'allais chercher un livre, le livre plus sérieux que j'ai trouvé dans ma maison. Et c'est un classique espagnol. Tout petit livre d'un écrivain qui s'appelle Miguel de Unamuno, très important. San Manuel Bueno Martyr. C'était un prêtre qui a perdu la foi, mais qui continue à prêcher à ces gens. Non? Et alors, à ce moment-là, j'ai lu ce livre et m'a complètement bouleversé. J'étais un jeune homme catholique et j'ai perdu la foi. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire de la bière, j'ai entré dans une sorte de chaos moral duquel je ne suis pas sorti. Jusqu'à ce moment, encore. Non, mais la vérité, c'est que j'ai cherché dans la littérature une sorte de substitut, de succédané de la religion. Je voulais chercher là, je crois, aujourd'hui je suis conscient de là, c'est ça que j'ai raconté au cardinal. J'ai cherché vraiment une sorte de substitut. J'ai cherché là les certitudes que j'avais dans la religion. Bien sûr, ça c'était une erreur, parce que la vraie littérature ne vous donne pas de certitudes. Au contraire, elle vous donne des incertitudes, des questions, des nouvelles questions. Mais quand j'ai découvert ça, c'était trop tard. Marco se inventó un pasado, o lo adornó, o lo maquilló, en un momento en que alrededor de él, en España, casi todo el mundo estaba adornando o maquillando su pasado, o inventándoselo. Marco reinventó su vida en un momento en que el país entero estaba reinventándose. Es lo que ocurrió durante la transición de la dictadura a la democracia en España. Muerto Franco, casi todo el mundo empezó a construirse un pasado para encajar en el presente y prepararse el futuro. Lo hicieron políticos, intelectuales y periodistas de primera fila, de segunda fila y de tercera fila, pero también personas de todo tipo, personas de a pie. Lo hizo gente de derechas y gente de izquierdas, unos y otros deseosos de demostrar que eran demócratas desde siempre y que durante el franquismo habían sido opositores secretos, malditos oficiales, resistentes silenciosos o antifranquistas durmientes o activos. Vous n'écrivez pas des livres historiques, bien qu'il y ait beaucoup d'histoires dans ce que vous écrivez. C'est vrai. Et alors, ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe derrière ces grands événements. Donc, ce sont ces épisodes méconnus, ce microcosme de la vie des gens qui subissent l'histoire sans la faire. Oui, donc c'est vrai. Je ne suis pas spécialement intéressé à l'histoire. Je suis intéressé au passé, à l'histoire, en tant que présent. C'est-à-dire, à un moment donné, je crois que quand j'écrivais Le soldat de Salamine, c'est un livre très important pour moi, j'ai découvert une chose extraordinaire pour moi. C'était le fait qu'on habite dans une sorte de dictature du présent. Et aujourd'hui, c'est très clair, ça, de tyrannie du présent. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, pour notre perception du monde, le présent, c'est jusqu'aujourd'hui.
Ou même ici, dans ces moments. Ce qui s'est passé ce matin, c'est passé. Ce qui s'est passé il y a une semaine, ouf, c'est un passé très passé. Et ce qui s'est passé il y a un an, c'est presque la préhistoire. C'est-à-dire, le passé, on pense aujourd'hui que c'est pas relevant. L'explication de ça, essentielle, c'est le pouvoir énorme des moyens de communication, des réseaux sociaux, des moyens de communication, qui vont très vite, très vite, très vite. Et alors, ce que j'ai voulu montrer dans mes livres, au commencement d'une façon inconsciente et après d'une façon consciente, j'ai voulu faire une sorte de bataille contre cette dictature du présent. Vous écrivez beaucoup sur la guerre civile espagnole, qui est une obsession pour vous. Est-ce que cette période de national-populisme qu'on voyait à l'époque, est-ce qu'on la voit aujourd'hui? Une forme de fascisme? C'est une question très intéressante. Et je crois, c'est vrai, l'histoire, contrairement à ce qu'on dit, se répète constamment. Mais elle se répète avec des masques différents. C'est ce qui se passe. Je ne crois pas que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fascisme. Le fascisme, c'est un phénomène historique qui est mort, pratiquement après la guerre, Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous voyez des micro-fascismes? Non, ce que nous avons, c'est une sorte d'évolution du fascisme. C'est-à-dire, permettez-moi, aujourd'hui, on habite dans un monde qui est le résultat d'une grande crise. La crise de 2008 était énorme, une crise seulement comparable à celle que l'Occident a vécue en 1929. La crise de 1929 a provoqué la consolidation ou l'apparition ou l'arrivée au pouvoir du fascisme, du totalitarisme, un peu partout, en Europe, et pas seulement en Europe. Et finalement a provoqué la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et la crise de 2008 a provoqué la naissance ou la consolidation de ce qu'on appelle national-populisme, un peu partout. Monsieur Donald Trump, que le Brexit, que la crise catalane, qui a été notre forme plus violente de national-populisme, que Meloni ou Salvini en Italie, etc., etc., etc. Mais ce national-populisme, c'est évidemment des choses ce n'est pas fascisme. Il se présente souvent comme démocratique, comme une revendication de la démocratie, de la vraie démocratie. Ça, c'est plus pervers, parce que le fascisme voulait ouvertement détruire la démocratie. Le national-populisme dit qu'il veut représenter la vraie démocratie, mais il veut la détruire. Alors c'est pour ça que je crois que c'est très dangereux, pour nous tous. También había entendido que la historia de Manuel Mena era la historia de un vencedor aparente y un perdedor real. Manuel Mena había perdido la guerra 3 veces. La primera, porque lo había perdido todo en la guerra, incluida la vida. La segunda, porque lo había perdido todo por una causa que no era la suya, sino la de otros. Porque en la guerra no había defendido sus propios intereses, sino los intereses de otros. La tercera, porque lo había perdido todo por una mala causa. Si lo hubiera perdido por una buena causa, su muerte habría tenido un sentido. Ahora tendría sentido rendirle tributo. Su sacrificio merecería ser recordado y honrado. Pero no. Votre enfance et votre adolescence sont marquées par une légende familiale. L'oncle de votre mère, il était franquiste, ou plutôt phalangiste. Vous dites que cette histoire vous faisait rougir de honte. Vous l'écrivez dans ce livre. Alors, vous avez mis beaucoup de temps pour vous décider, pour vous mettre d'écrire le livre qui s'appelle Le monarque de l'ombre, qui parle justement de votre oncle qui est parti pour la guerre, lutter du côté franquiste. Ces personnages étaient les héros de ma famille, les héros officiels de ma famille. Toute ma famille a été franquiste, au moins au commencement de la guerre. Et c'est enfant, parce qu'il était un enfant, il avait 17 ans quand la guerre a éclaté, et il
Il voulait être un intellectuel. Il était le premier de ma famille qui étudiait à l'université. Presque le premier du petit village où je suis né. C'était une zone très pauvre, j'insiste. Misérable, vraiment. Le premier de la famille qui étudiait, il voulait étudier à l'université. Et la guerre a éclaté. Il est devenu un franquiste. Et il a lutté au premier rang pendant toute la guerre. Il a lutté dans les batailles plus dures de la guerre. Et à la fin, il est mort à la bataille de l'Èbre, c'est la bataille... Qui était la bataille la plus sanglante de l'histoire de l'Espagne. De l'histoire de l'Espagne, oui. Il est mort là. Et alors, c'est vrai, l'histoire de ce jeune homme, racontée par ma mère, parce que ma mère, il était son oncle, presque son frère, parce qu'ils habitaient ensemble. Et pour ma mère, il était un Il était héros. Ah, il était un vrai héros. C'était l'homme courageux. Et pour vous? Il était l'homme courageux, j'insiste, qui avait allé à la guerre pour défendre la famille, la religion. Et pour moi, c'était une honte, parce que j'étais conscient qu'il était du côté mauvais de l'histoire. Mais je savais toujours que je voulais raconter son histoire. Vous savez, c'est une obsession pour moi. Nous avons tous, personne, pays, nous avons un bon héritage et un mauvais héritage. Et plus ou moins, on sait qu'est-ce qu'on doit faire avec les bons héritages. Plus ou moins. Souvent aussi, c'est différent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le mauvais héritage? Ça, c'est la question. Quoi faire? Quoi faire avec ça? Parce que nous avons tout ça. Tous les Serbes, les Espagnols, les Anglais, tous. Et toutes les familles, et tous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les cache? On invente un autre héritage plus beau, comme a fait l'imposteur, Marco, qui s'est inventé complètement un autre passé pour cacher le vrai, un beau passé romantique, héroïque, tout ça, pour cacher le vrai passé, où on regarde vraiment, on veut connaître avec toute la complexité les passés, les vrais passés, et on comprend ces passés. Comprendre ne veut pas dire justifier. Alors, j'ai voulu comprendre pourquoi cet enfant a allé à la guerre, pourquoi mon pays a vécu pendant 40 ans, accepté 40 ans, pas de dictature, de guerre. Parce que les livres d'histoire, cher Neda, disent que la guerre espagnole a duré 3 ans. C'est faux. C'est faux? C'est faux. La guerre espagnole a duré 43 ans, parce que la dictature a été la prolongation de la guerre par d'autres moyens. Et le pays, c'est dur à accepter ça, c'est dur de dire ça, à accepter cette dictature. Il n'y a pas eu une rébellion. Franco est mort dans son lit. Et j'ai voulu comprendre pourquoi ça. Así, loca y confusa la encendida mente, aguarda a Rafael Sánchez Mazas, poeta exquisito, ideólogo fascista, futuro ministro de Franco, la descarga que ha de acabar con él. Pero la descarga no llega, y Sánchez Mazas, como si ya hubiera muerto y desde la muerte recordara una escena de sueño, observa sin incredulidad que el soldado avanza lentamente hacia el borde de la hoya entre la lluvia que no cesa y el rumor de acecho de los soldados y los carabineros. Unos pasos apenas, el fusil apuntándole sin ostentación, el gesto más indagador que tenso, como un cazador novato a punto de identificar su primera presa. Y justo cuando el soldado alcanza el borde de la hoya, traspasa el rumor vegetal de la lluvia un grito cercano. ¿Hay alguien por ahí? Les soldats de Salamine, c'est le livre qui vous a apporté le succès mondial. Ce poète qui s'appelle Sánchez Mazas, qui est l'un des premiers fascistes d'Espagne, qui est en fuite. Il y a ce soldat anonyme qui est armé mais qui ne tire pas. Vous faites une enquête pour savoir qui est cet homme anonyme, ce républicain, et pourquoi il n'a pas tiré. Oui. Donc le roman est une enquête. Ah oui, tous mes livres sont des enquêtes, des romans policiers. Et je crois que tous les grands romans sont des romans policiers, au moins dans le sens où il y a toujours un énigme et quelqu'un qui veut déchiffrer cette énigme. Et ça, c'est l'essence du genre policier. Sans doute, dans Les Soldats de Salamine, c'est comme ça.
j'écris toujours pour savoir. Je crois que la littérature, c'est avant tout un plaisir, comme le sexe. Mais aussi, c'est une forme de connaissance, comme le sexe. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit qu'il n'aime pas la littérature, je seulement pense à lui donner les condoléances, parce que c'est comme quelqu'un qui n'aime pas le sexe. Mais oui, c'est toujours comme ça. C'est une forme de... C'est une quête, parce que je veux connaître, je veux savoir, je veux déchiffrer cette énigme. La paradoxe, l'extraordinaire paradoxe de la littérature, c'est qu'on n'arrive pas à savoir, jamais. Il y a un très beau passage qui décrit ce regard qui s'est passé dans cette nuit. L'homme anonyme est avec son arme, le poète nationaliste, il est en fuite, puis ils se regardent. Qu'est-ce que leurs yeux disent? C'était un mystère pour moi. Je me demandais, ça c'est la question essentielle. Je crois que dans les romans, les questions sont plus importantes que les réponses, comme je vous disais. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que cet homme a vu dans cet ennemi qu'il a fait lui épargner la vie. Quand il devait les tuer, au moins le prendre prisonnier. Et lui a laissé aller. Qu'est-ce qu'il y avait là? Et ça, c'est le mystère. Ce que vous voulez faire dans ce livre, comme vous faites dans vos autres livres, c'est la question, que veut dire être héros? Ah, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, c'est pourquoi j'écris sur ça. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est pourquoi c'est une question morale. Et parce que l'héroïsme, c'est une forme d'excellence morale, finalement. Un héros, c'est quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles. Et je crois que toute ma vie, j'écris sur ça. qui est le héros de notre temps, quand vous regardez notre monde? Je sais qu'un héros, c'est quelqu'un capable de dire non quand tout le monde autour de lui dit oui. Ça, c'est une condition essentielle. C'est-à-dire, ça, en certain sens, c'est semblable à ce que Albert Camus appelait un homme révolté. Qu'est-ce que c'est un homme révolté? C'est un homme qui dit non. Alors, le héros doit être cette caractéristique. Dire non, c'est très difficile. C'est la chose plus difficile du monde. Surtout quand tout le monde... Vous y arrivez de dire non? Quand tout le monde autour de lui dit oui. Parce que tu deviens l'homme mauvais. Tu deviens l'ennemi du peuple, pour le dire avec Ibsen. Et personne ne veut pas faire ça. Llegamos así a Alemania. Llegamos al centro candente de la impostura de Marco. No sé si su peor mentira o la mejor, pero sí la que le hizo célebre y la que lo desenmascaró. A partir del momento en que empezó a construirse un ficticio pasado de resistente antifascista y víctima de los campos nazis, Marco contó la falsa historia de su deportación en infinidad de ocasiones, de infinidad de formas distintas y con infinidad de distintas anécdotas, detalles y matices. Sería absurdo y probablemente imposible tratar de resumirlos todos, pero no recordar el contenido de los dos relatos en que se fundamentó la superchería de Marco, a partir de los cuales creció de forma arborescente la farsa de su condición de prisionero en Flossenburg. Vous aimez bien des personnages ambigus, contradictoires, Parce complexes. que nous sommes comme ça. Parce que les êtres humains sont comme ça. Le personnage principal dans L'Imposteur s'appelle Enrique Marco. Il a été très connu en Espagne dans une époque. Il s'est fabriqué sa vie. Il disait qu'il était dans le camp de concentration. Il se présentait comme un héros qui veut sauver la mémoire des gens qui sont morts dans les camps de concentration. Alors, c'est une partie des mensonges qu'il disait. Mais il y en a beaucoup dans ce livre, de ces mensonges. Énorme. Il était une mensonge ambulante, cet homme. Il était un artiste de mensonges. Ah oui, il était le Lionel Messi de la mensonge. Vous savez, dans les camps de concentration nazis, il y avait presque 7000 Espagnols qui sont partis après la guerre, des républicains espagnols qui ont allé en France après la guerre. Ils ont été pris prisonniers
envoyés au camp de concentration, la plupart à Mauthausen, les chambres de Mauthausen. Et après la guerre, ils ne pouvaient pas retourner. Ils ont commencé à retourner aux années 60, etc. et ont créé l'association amicale de Mauthausen. Alors, au commencement de ce siècle, Enric Marco, effectivement, a été le président. Et comme président de cette association, il est devenu vraiment un héros civil de l'Espagne. Et médiatique. Et médiatique. Il était partout, dans la télévision, partout. Il racontait son expérience dans un camp de concentration. Et tout le monde le croyait. Tout le monde le croyait. Mais écoute, il y a ces images, on peut voir, par exemple, janvier 2005, lui, au Parlement espagnol, dans la première hommage aux victimes de l'Holocauste, de la barbarie nazie, et il parlait au nom de tous. Et tout le monde, au nom de toutes les victimes. Et il racontait son expérience. Et tu peux voir dans ces images le parlementaire, ministre, tout ça, en train de pleurer par ces paroles. Et finalement, on a découvert que cet homme n'avait jamais été dans un camp de concentration. Pourquoi tout le monde, historien, tout le monde, pourquoi tout le monde a cru? Ce livre, c'est un livre très dur. C'est une réflexion sur les mensonges, sur l'énorme capacité de mensonges que nous avons sur nous-mêmes, sur notre passé. L'Espagne s'est menti sur son passé. Et l'Espagne a inventé un passé pour supporter l'insupportable passé que nous avions, un passé de dictature, d'acceptation de la dictature, etc. Tu sais, Neda, ce livre a eu énormément de prix en Chine, le prix au meilleur roman international publié en Chine, en Europe, le prix au meilleur en Espagne, a été un livre énormément polémique. Énormément polémique, parce qu'il disait des choses... Parce que c'était difficile d'accepter ce que vous écrivez. Voilà, parce que la vérité, ce qu'il dit ce livre, c'est que la vérité est très difficile d'accepter. C'est qu'on préfère, c'est très dur ce qu'il dit, mais c'est la vérité. On préfère le mensonge à la vérité. Mais ça, c'est comme ça. Et ça, c'est dur d'accepter. Et ça, c'est toxique. Parce que, vous savez, l'Évangile dit « la vérité vous fera libre », ce qui veut dire que les mensonges font des esclaves. Et on les voit constamment. L'instrument de national-populisme, pour revenir au commencement de notre conversation, a été essentiellement le mensonge. On l'a vu avec Trump, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu ici en Catalogne, etc., etc., etc. Alors, ça c'est le sujet de ce livre. Cet homme était une mensonge ambulante. Et c'est pourquoi il est devenu un héros. Parce que les gens avaient besoin de la mensonge. C'est terrible. J'aimerais parler de plus beau des mensonges, qui est la littérature ou la fiction. Ouais. Alors, parce que le mensonge n'est permis qu'en le domaine littéraire. Oui. Alors, vous dites la fiction sauve, la réalité tue. C'est vrai, la réalité tue, la fiction nous sauve. Dans un sens, c'est complètement vrai. C'est-à-dire, on a besoin de la fiction parce que la réalité, c'est insuffisante. Souvent, c'est dur, c'est terrible et c'est insuffisante. Humankind cannot bear too much reality, dit T.S. Eliot dans un vers très connu. Et alors, la fiction nous donne ce que la réalité ne peut pas nous donner. Et non, la fiction nous permet de vivre des vies différentes. La fiction, c'est une dépôt d'expérience. La fiction peut nous soulager de la dureté, de la cruauté de la réalité. C'est pour ça que Don Quichotte devient fou. Parce qu'il ne peut pas supporter la réalité. Parce qu'il ne peut pas supporter cette vie ennuyeuse qu'il porte dans son petit village. Et il s'appelle en vrai Alonso Quijano. C'est son vrai nom, le vrai nom de Don Quichotte. Il devient fou pour ça. Il invente Don Quichotte pour vivre la fiction qu'il a lue avant. Alors, d'un côté, je suis d'accord avec cette phrase. Et ça, c'est le premier sens de la phrase dans le livre. Mais après, dans ce livre, on découvre qu'aussi on a besoin de la réalité. Qu'aussi on a besoin de vivre dans la réalité. Parce que c'est ce qu'on a. Qu'on ne peut pas vivre toujours dans la fiction. Parce que la fiction, ce n'est pas vrai.
Et ce qui se passe aussi dans Don Quichotte. Vous savez, Don Quichotte, c'est un homme très, très étrange. C'est un fou qui, à la fin, devient un homme normal. Dans son lit de mort, il lui dit à Sancho, « Je ne suis pas Don Quichotte, je reviens à être qui j'étais. » Alors, on a besoin de la fiction et aussi on a besoin de la réalité. Et la dernière question que je pose à tous les écrivains, une question qui n'est pas toujours facile, pourquoi est-ce que vous écrivez? Je dirais ce qu'a dit Samuel Beckett, parce que je ne sais faire d'autre. Ça serait la plus simple. Mais aussi parce que c'est la forme que j'ai trouvée de vous défendre contre la vie, non? Aussi, et de vivre plus. De vivre d'une façon plus intense, plus complexe. Et d'être un peu un imposteur? Ah oui, l'écrivain, c'est un peu un imposteur. En fait, l'imposteur, c'est une bataille entre deux imposteurs. Enric Marco, le grand imposteur, et moi-même, aussi un grand imposteur. Oui, parce que le vrai écrivain, vous savez, je suis très heureux d'être ici avec vous, avec cette conversation, mais je me sens un peu un imposteur. Parce que le vrai Javier Cercas n'est pas ici avec vous. Le vrai Javier Cercas, c'est ici, dans ce livre. Ici, le Javier Cercas qui parle avec vous, c'est seulement, disons, ma part rationnelle, sociale. Ici, dans ce livre, il y a le Javier Cercas rationnel, mais aussi l'irrationnel, que c'est très dangereux, mais c'est part de moi-même. Et c'est essentiel. Alors, je suis très contente d'avoir rencontré les deux Javier Cercas. Merci beaucoup de cet entretien. Merci à vous.